deuxième élément que l'on se doit d'aborder dans le cadre de la gestion de la distribution des produits et services financiers, c'est qu'on va se concentrer qu'à l'intérieur des canaux de distribution, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une fois nous avons compris ce qu'est la distribution et son importance pour la commercialisation des produits bancaires, des produits d'assurance et des produits et services financiers en général. Une fois nous avons compris que la gestion de la distribution dans les services financiers revient à, d'abord et avant tout, gérer les circuits et les canaux de distribution. Une fois nous avons compris qu'à l'intérieur de ces canaux, il y a plusieurs intervenants. Ces intervenants peuvent être classés en deux grands types d'intervenants. En effet, dans un canal ou dans les circuits de distribution, on a souvent soit des distributeurs de gros, soit des distributeurs de détail, soit des grossistes de ces produits et services financiers, donc des grossistes de l'assurance, des grossistes des transferts, des grossistes des moyens de paiement comme les devises, soit on a des détaillants. C'est quoi la différence entre un distributeur de gros et un distributeur de détail dans le domaine des produits et des services financiers? Faites attention, la différence entre la distribution de gros et la distribution de détail, ce n'est pas le volume d'affaires. La différence entre la distribution de gros et la distribution de détail, c'est la destination du produit ou du service. En effet, quand l'intermédiaire va servir un client final, il devient un détaillant. Quand il va servir un autre intermédiaire, il devient un grossiste. Ce qui fait que pour nous, on va définir la distribution de gros comme l'activité qui consiste à commercialiser des produits et des services financiers à d'autres institutions financières. On l'a par exemple dans le domaine de l'assurance, on l'a dans le domaine du crédit, on l'a dans le domaine des devises internationales. Et à l'intérieur de ces grossistes, on peut avoir ce qu'on appelle des grossistes marchands, c'est-à-dire ce sont des intermédiaires qui vont se procurer ces produits et ces services financiers, qui vont maintenant vendre à d'autres intermédiaires. Par exemple, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest achète des devises sur le marché international. C'est elle maintenant qui va les distribuer à qui? Elle va les distribuer aux banques de la sous-région. La BIM, la BHM ou Ecobank ne peut pas elle-même aller acheter des devises internationales sur le marché international, puisque toutes ces banques sont gérées à l'intérieur de la zone de l'Union monétaire ouest-africaine par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est la BCEAO qui, elle, va se procurer ces devises internationales, l'euro, le yen, le dollar américain, et elle va par la suite les transmettre et les transférer à ces institutions financières. Ce qui fait que la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest ici, comme les banques centrales dans plusieurs pays, vont jouer le rôle maintenant d'intermédiaire entre les institutions financières et donc vont agir comme des grossistes. Ces grossistes, dans ce cas-là, sont marchands. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest achète des devises au niveau international. Ça devient sa propriété. Quand elle va maintenant les transférer à la BIM ou à la BHM ou à Ecobank, ils deviennent la propriété de l'institution financière. La Banque centrale, la BCEAO, comme toutes les banques centrales, elles vont faire du profit sur le prix qu'elles ont payé pour acheter ces monnaies et le prix auquel elles vont vendre ces monnaies aux banques locales. Il y a également ce qu'on appelle les courtiers et les agents. Quelle est la principale différence entre un courtier ou un agent dans le commerce du gros? C'est que ces courtiers ou ces agents vont agir comme les grossistes marchands, c'est-à-dire ils vont acheter et vendre. La seule chose, c'est qu'ils ne vont pas prendre possession de ces produits ou de ces services financiers. En fait, ils vont agir comme des intermédiaires entre les institutions financières.
On a également cela dans le domaine des assurances, où assez souvent, on a ce qu'on appelle des représentants locaux d'institutions financières internationales. Par exemple, la COFAS, qui, elle, commercialise quel produit ou service financier? Elle commercialise un service de crédit, d'assurance, pour tout ce qui est paiement international des entreprises. En effet, quand une entreprise vend des produits à un client à l'étranger, par exemple, il y a souvent ce qu'on appelle un risque de ne pas être payé, ce qu'on appelle un risque de paiement international. Ce qui fait que la COFAS va assurer ce risque. Et donc, le client va payer une police d'assurance et la COFAS va le dédommager si jamais il n'est pas payé. Dans chacun des pays, la COFAS peut avoir des représentants. Ça veut dire que ce sont des représentants de la COFAS, mais qui ne sont pas des employés de la COFAS. Ce sont des agences locales qui vont commercialiser les services de la COFAS, qui vont le mettre au profit de qui? Au profit des entreprises ou au profit d'institutions financières qui, elles, vont utiliser les services de la COFAS. Ce qui fait que ces courtiers ou ces agents vont servir uniquement d'intermédiaires. La différence par rapport aux grossistes marchands, c'est qu'ils ne vont pas rentrer dans le risque de perdre, puisqu'ils n'achètent pas. Et d'ailleurs, assez souvent, ces agents ou ces courtiers ou ces représentants sont payés à la commission. Quand il y a une institution locale qui utilise les services de la COFAS à travers ses agents, elle va les payer en commission. Si elle n'utilise pas ces services, ces agents ne sont pas payés. Ce n'est pas que lorsque, comme les grossistes marchands, ou quand la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest achète des dollars, il est évident qu'elle va les acheter à un prix, et quand elle va les revendre à un autre prix. Elle cherche à faire du profit. Donc, idéalement pour elle, c'est de les vendre à un prix supérieur aux banques locales. Mais il arrive des fois qu'elle arrive à les vendre à un prix qui est inférieur, surtout s'il y a très peu de demandes. Donc, s'il y a très peu de demandes, elle va chercher à baisser le prix pour écouler ses devises. Et non, vous comprenez très bien, ici, les banques centrales vont courir le risque puisqu'elles vont intervenir dans la transaction financière. La distribution de détail maintenant, ou dans le domaine des services financiers, les détaillants, c'est qui? Ce sont les intermédiaires qui vont chercher à commercialiser des produits bancaires, à commercialiser des produits d'assurance, à commercialiser du crédit, à commercialiser des devises internationales, qu'ils vont rendre disponibles à une clientèle finale. Par exemple, on va avoir ce qu'on appelle pour chaque institution financière, par exemple une banque, des points d'offre de services, qu'on appelle communément des agences de la banque, qui sont un petit peu le relais de l'institution financière qui va permettre de rendre le produit financier, un crédit par exemple, un compte bancaire, un compte d'épargne, disponible au client final. Donc, ces points d'offre de services, ces agences des institutions financières, ça peut être aussi dans le domaine de l'assurance, où une institution financière, la SAA par exemple, peut avoir une agence où elle va rendre disponible, où le client va se déplacer pour se procurer une assurance ou une police d'assurance. Et par conséquent, ces points d'offre de services sont la propriété maintenant de l'institution financière. Et ils vont commercialiser les produits et services de l'institution financière qui en est la propriétaire. Donc, c'est elle qui possède ces points d'offre des services. La même chose aussi, une institution financière maintenant peut faire appel à des courtiers, à des agents. C'est le même principe qu'au niveau des grossistes. Un courtier ou un agent ne rentre jamais dans le risque financier. C'est-à-dire, il va intervenir comme un intermédiaire entre le client final qui cherche un produit financier. Par exemple, il cherche des devises, il cherche une assurance, et un fournisseur de ces produits ou services financiers. Donc, ils vont essayer de jouer le rôle de représentant. Par exemple, AXA utilise énormément le service de ses agents. Wari, dans le domaine des transferts,
et des paiements utilisent énormément le service de ces agents qui sont des intermédiaires dont le principal rôle, c'est quoi? C'est de rendre le service d'assurance ou le service de transfert disponible au client final. Mais est-ce qu'ils vont acheter ce service pour le revendre avec un intérêt? Non. Ils vont essayer d'être payés sur la base d'une commission qu'ils vont recevoir à partir du moment que le client commande ou obtient le service d'une institution financière. Aujourd'hui maintenant, cette distribution de détail, rendre disponibles les produits et services financiers, que ce soit dans le domaine des banques, que ce soit dans le domaine des produits d'assurance ou dans tous les autres domaines du crédit ou des autres domaines de change. Aujourd'hui, on est en train de passer d'un modèle classique, traditionnel, que j'ai présenté tout à l'heure, qui est une distribution multicanale, où l'institution financière va essayer de rendre disponibles ses produits, soit à travers ses agences, à travers son site web, à travers une application mobile, à travers le téléphone, à travers les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle la distribution multicanale, à une distribution moderne qui est omnicanale. Aujourd'hui, dans le domaine des services financiers, on parle de plus en plus de distribution omnicanale. Quelle est la différence maintenant entre une distribution multicanale et un nouveau type de distribution omnicanale? Comme le montre le graphique, la distribution multicanale signifie que l'institution financière va gérer chacun des canaux de distribution de ses produits et de ses services financiers de manière indépendante. C'est d'ailleurs le modèle traditionnel où une banque, par exemple, elle va permettre à ses clients de venir en succursale pour faire des dépôts, ouvrir des comptes, faire de l'épargne, prendre des crédits, retirer de l'argent, payer des factures, faire des transferts. Elle va également gérer ses clients sur le web en leur permettant de déposer des chèques, de faire des transferts, de faire des paiements de factures. Également, par l'application mobile, elle va essayer d'effectuer exactement les mêmes transactions. Mais chaque canal va être indépendant des autres canaux. Avant, c'était très difficile de le réaliser parce qu'il n'y avait pas une base d'intégration. Il est évident que la téléphonie mobile intelligente va venir changer complètement la donne, en essayant aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle une plateforme commune, où on voit très bien que la stratégie de distribution omnicanale consiste tout simplement à maintenir les différents canaux d'acheminement de nos produits et services financiers, de nos comptes courants, de nos crédits, de nos paiements de factures, de nos transferts, de nos assurances, bref, de garder un lien, à garder tous les canaux de distribution disponibles. Cependant, on va essayer maintenant de les intégrer ensemble, c'est-à-dire d'avoir un lien entre notre agence et notre site web, entre notre site web et notre application mobile, entre notre application mobile et le service téléphonique, entre le service téléphonique et le service offert à travers les réseaux sociaux. En pratique, qu'est-ce que cela signifie? En pratique, cela signifie, par exemple, que lorsque un client se déplace en agence, et ici vous avez en bas le concept de l'agence bancaire moderne. En effet, vous voyez très bien quand on rentre dans cette agence moderne de Capital One, qui est une banque, on voit très bien que ça ne ressemble pas à une banque, à une agence traditionnelle comme on la connaît par exemple au Mali. Ou lorsqu'on rentre, il n'y a pas de guichet, il n'y a pas de comptoir. Il y a une table sur laquelle il y a quelques crayons, quelques stylos, il y a des chaises. Les employés maintenant qui sont en contact avec le client, ils ne sont pas derrière des comptoirs. Ils se promènent à l'intérieur de l'agence. Et dès qu'un client va rentrer, ce que la personne va faire, c'est qu'elle va l'accueillir
pour l'amener au niveau de cette table de travail et s'asseoir avec lui ou avec elle, avec la cliente, pour essayer de la servir. Comment elle va la servir maintenant? Elle a besoin d'équipement. Son équipement, ça va être un ordinateur ou une tablette qui va permettre maintenant d'effectuer les mêmes transactions que le client aurait pu effectuer tout seul chez lui. Mais parce qu'il veut se déplacer en agence, on va le servir en agence, mais on va le servir en agence en utilisant notre plateforme mobile. Et donc, vous voyez très bien, on va essayer maintenant d'intégrer cela. La même chose aussi, lorsqu'on va maintenant, les nouveaux types de guichets automatiques ou distributeurs automatiques de billets, où on voit très bien que, d'habitude, lorsqu'on se déplace vers un guichet automatique, le seul moyen d'utiliser un guichet automatique, c'est de disposer d'une carte pour pouvoir la rentrer et s'identifier. Aujourd'hui, est-ce qu'on est obligé d'avoir une carte pour nous identifier face à un guichet automatique? Non. On peut maintenant nous identifier à partir d'une carte qu'on a scannée sur notre téléphone, ce qu'on appelle le porte-monnaie électronique, qui va maintenant être reconnu par le guichet. Et à ce moment-là, je peux retirer de l'argent sans pour autant toucher même le clavier de la banque, en commandant directement mon argent de ce guichet et en retirant de l'argent. On le voit très bien, et ça on le voit couramment au Mali de plus en plus, les plateformes maintenant web et les plateformes mobiles sont devenues exactement les mêmes. Pour que lorsque le client qui a l'habitude de rentrer sur l'application Internet de la banque pour effectuer une consultation de compte, ou pour effectuer un virement, ou pour effectuer un paiement de facture, et qui veut rentrer maintenant sur la plateforme mobile, il ne faut pas qu'il se retrouve dans deux environnements qui sont complètement différents. D'ailleurs, on l'a vu lorsqu'on a parlé de Wari. Aujourd'hui, si vous voulez utiliser les services de Wari, si vous voulez utiliser les services de Western Union, que vous soyez sur l'application mobile, que vous soyez sur le site web, c'est exactement le même environnement, c'est la même architecture. Pourquoi? Pour que le client puisse se retrouver. Ces mêmes architectures maintenant, ces mêmes modes d'utilisation des services financiers, on va maintenant les utiliser en succursale. Ce qui fait que quand le client vient en succursale, en fait, il ne fait que se déplacer pour utiliser les mêmes applications qu'il aurait pu utiliser chez lui. La question qu'on se pose, pourquoi cette orientation maintenant au niveau de la distribution omnicanal? D'abord, pour essayer de faire en sorte que le client aille le plus possible vers les applications mobiles, vers les applications en ligne. Parce que pour l'institution financière, elle coûte beaucoup moins cher en termes non seulement physiques, mais également en termes de sécurité, pour répondre à la question de votre collègue tout à l'heure. Pour le client maintenant, qui une fois va se déplacer en agence et va voir qu'il a pu effectuer exactement la même transaction qu'il aurait pu effectuer de chez lui, est-ce que la prochaine fois, il va revenir en agence pour effectuer des transactions banales? Non, le déplacement en agence maintenant va se faire uniquement pour des produits et services financiers qu'on appelle à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire à forte valeur ajoutée, qui vont lui apporter énormément d'intérêt. Quels sont les services à forte valeur ajoutée? Ce sont ce qu'on appelle les services de conseil. Si je veux avoir maintenant un conseil où placer mon argent, parfois c'est très difficile de pouvoir le faire sur les applications mobiles. Certains, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se déplacer en agence. Mais également maintenant, ces services de conseil, est-ce que je peux les offrir à travers mes applications mobiles plutôt que de faire déplacer le client vers la banque? Je peux maintenant, à travers mon application mobile, à travers le web, à travers les réseaux sociaux, faire un Zoom, comme nous sommes en train de le faire maintenant. Et le client qui a des questions à poser, qui a des conseils de financement, d'accès par exemple à des crédits, il peut le faire à travers l'application mobile. Et donc on voit très bien, c'est la distribution
omnicanal par opposition à la distribution qui est multicanal. D'ailleurs, on voit très bien ici la BDM au niveau de sa publicité récente le dit clairement. Donc, votre banque partout avec vous, mais on voit très bien qu'on essaie maintenant d'intégrer l'ensemble des canaux de distribution, que le soit en guichet, que le soit dans une petite agence ou que l'on soit dans une grande agence, que l'on soit chez soi ou ailleurs, que l'on soit sur ordinateur ou sur application téléphonique mobile, il est évident que le service devrait être globalement le même. La finalité, c'est de pousser le client vers les applications mobiles parce que ce sont les moins chères pour l'institution financière. Et quand je parle de moins cher, non seulement en termes de conception, mais également en termes de gestion de la sécurité. En pratique maintenant, si on se doit de décider de gérer notre circuit de distribution, quel processus on se doit de suivre? Comme nous l'avons dit le premier jour, la planification en stratégique en marketing. Quand il s'agit de décider pour les circuits de distribution, il faut toujours commencer par analyser notre environnement. Donc, c'est important pour nous, pour définir quel moyen de communication, quel moyen de distribution on va utiliser, quel circuit de distribution on va utiliser. Il faut commencer par une analyse interne. Généralement, quand on analyse l'environnement interne de l'entreprise, on analyse quoi? On analyse ses moyens. Et dans le domaine de la distribution, les moyens, c'est l'expertise. Les moyens, c'est les moyens financiers. Je prends le cas, par exemple, de la Société Générale. Cette institution financière qui est très présente en Afrique, mais qui n'est pas présente au Mali. Et elle est intéressée par être présente au Mali. Donc, lorsqu'on fait son analyse interne, la force de la Société Générale, c'est qu'elle connaît très bien le marché africain. D'ailleurs, c'est une des premières banques en Afrique. Sa faiblesse maintenant, c'est que ses moyens financiers sont très, très limités. La Société Générale a des problèmes financiers. Ça, c'est son analyse financière. Donc, est-ce qu'elle est prédisposée à prendre énormément de risques? Généralement, quand vous n'avez pas une bonne assise financière, vous évitez énormément le risque. L'environnement externe maintenant. Il faut analyser l'environnement de l'institution financière. L'environnement ici, c'est l'environnement de la banque au Mali. Le marché bancaire au Mali est un marché qui est en expansion. Donc, il est évident que c'est un marché qui est très intéressant pour elle. On remarque également que le marché de l'assurance est en expansion. Le marché des virements est en expansion. Ce qui fait que pour la Société Générale, le Mali serait un bon marché. Pour couvrir maintenant le marché malien, la question était claire tout à l'heure. Quand on est face à un grand marché, le Mali est un pays immense. Les Maliens sont éparpillés, c'est vrai, concentrés sur la ville de Bamako, mais les Maliens sont éparpillés sur un grand territoire. Et si on veut couvrir le marché malien, il faut être présent un peu partout. Quels sont les types de circuits de distribution possibles? On peut le voir au Mali, on peut se présenter avec des agences, avoir par exemple 81 agences comme la BIM, réparties à travers le Mali. Mais vous comprenez très bien que chaque type de circuit de distribution va avoir des coûts. On peut être également présent par des guichets automatiques ou par des agents qui, eux, vont nous représenter localement, comme le fait Wari. Comme on peut être également présent par des applications mobiles. Donc, une fois nous avons fait cette analyse de la situation, il s'agit maintenant de définir nos objectifs. Et les objectifs de la Société Générale ne sont pas compliqués. La Société Générale, son objectif lorsqu'elle rentre dans n'importe quel marché en Afrique, c'est de prendre une bonne part de marché. Maintenant, comment elle va essayer de prendre cette part de marché? Les produits pour la Société Générale, elle sait pertinemment qu'ils ont leurs besoins sur le marché malien et répondre aux besoins du marché malien, puisque la Société Générale réussit très très bien dans plusieurs autres marchés africains.
il s'agit maintenant de choisir le circuit de distribution. Compte tenu de l'ensemble de cette situation, compte tenu du fait que la Société Générale a des problèmes financiers, elle ne peut pas se permettre d'investir dans l'achat d'une institution financière locale, comme elle avait d'ailleurs l'habitude de le faire dans plusieurs pays en Afrique. Elle arrive dans un pays, elle essaie de cibler une institution financière qui est accessible, qui est en difficulté, et elle l'achète. Et elle prend son nom et elle continue, et elle la met à jour en lui donnant ses produits et écoule ses produits et services financiers à travers cette institution financière. La Société Générale n'a pas les moyens aujourd'hui qu'elle avait avant. L'environnement externe maintenant, elle voit très bien qu'il y a une expansion. Je l'ai dit, il y a 5 millions de comptes bancaires et il y a 10 millions de comptes mobiles. C'est-à-dire que le Malien ou la Malienne utiliserait, a une ouverture, a une prédisposition d'utiliser les services de bancaires mobiles. Maintenant, pour la Société Générale, qui, elle, offre plusieurs canaux de distribution possibles. Elle offre ses services soit à travers ses agences, soit à travers maintenant l'Internet, soit à travers les distributeurs automatiques de billets, soit à travers les téléphones, va faire le choix d'offrir ses produits et services financiers sur le marché malien en utilisant son application YOP qui est sa plateforme mobile de distribution de produits bancaires. Pour maintenant accéder au marché, elle va passer par des intermédiaires. Est-ce qu'elle va ouvrir ses propres agences? Est-ce qu'elle va… Non, elle va tout simplement essayer de, à travers ses applications mobiles, permettre les dépôts et les retraits d'argent à travers des intermédiaires qui vont permettre de faire les transferts sur son compte. Exactement comme le fait Wari, comme le fait Orange, en ayant ce qu'on appelle des agents qui vont représenter la Société Générale. Est-ce que ça va être les employés de la Société Générale? Non. Ils vont être payés en fonction de leur commission. Bien sûr, il faut bien définir la relation avec vos intermédiaires pour que, d'ailleurs, le gros problème au niveau des canaux de distribution, c'est les conflits à l'intérieur de ces canaux. Pourquoi? Pour la simple raison que le client qui va passer à travers des intermédiaires pour disposer du service risque de ne pas recevoir le service qui est voulu par l'institution. Et d'un autre côté, l'institution qui, elle, et l'institution financière qui, elle, offre un service, risque de ne pas être payée par cet intermédiaire. C'est pour cela que c'est important de bien ficeler les ententes à l'intérieur des circuits de distribution. En effet, rappelez-vous très bien du problème que Orange a eu en 2017 lorsqu'elle a voulu lancer le service de transfert d'argent vers l'Europe ou vers les pays en dehors de la zone de l'UEMOA. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest lui avait interdit cela. Ce qui fait que ces agents qui distribuaient ce produit se sont trouvés dans une situation où ils ne pouvaient pas remplir cette partie du contrat vis-à-vis du client parce que Orange Money la société Orange n'a pas très bien étudié le marché, ce qui fait qu'elle a signé un contrat avec ses distributeurs que malheureusement elle ne peut pas en partie que répondre et satisfaire. Finalement, même si on choisit un circuit de distribution, même si on choisit des intermédiaires, supposons que la Société Générale a fait le choix d'écouler ses produits et services bancaires sur le marché malien uniquement à travers les applications mobiles. C'est important d'évaluer maintenant leur efficacité pour essayer de savoir si, oui ou non, ils permettent, de répondre aux objectifs de la distribution, c'est-à-dire rendre les produits et services financiers disponibles pour les clients, là où ils le veulent, au moment où ils le veulent, dans la forme dans laquelle ils ont été conçus. Mais également, il faut en évaluer leur coût, leur efficacité, pour la simple raison qu'il ne faut pas que ça coûte beaucoup plus que cela ne rapporte pour l'institution financière.
Par exemple, quand on veut choisir maintenant une agence, qu'est-ce qui va être déterminant dans le choix d'une agence? Que ce soit pour une banque, que ce soit pour une assurance ou n'importe quel, ou un distributeur ou un agent ou pour le change de devises. Il y a plusieurs éléments que l'on se doit d'analyser. Il faut faire une analyse interne à l'institution. Donc, il faut identifier les succursales qui couvrent le territoire de service. Donc, ce qui fait que si le territoire est très grand, il est évident qu'on va être obligé d'ouvrir plusieurs agences. Si maintenant la clientèle est concentrée, on va ouvrir quelques agences. Mais quels sont les moyens de l'institution financière? C'est important de décrire la taille et leur capacité. Ça prend des petites agences, des grandes agences, des points d'offre de services. Il y a aussi les aspects marketing qu'il faut savoir gérer. Est-ce qu'on a les moyens pour offrir du service à la clientèle? Est-ce qu'on a par exemple du personnel qui est capable de nous permettre d'offrir un service à la personnel? C'est également quand on veut choisir une agence pour offrir du service bancaire ou du service d'assurance, c'est important également d'analyser le marché, analyser ce qu'on appelle l'achalandage. Quel est le volume de personnes qui passent par cet endroit? On ne va pas placer une agence là où il n'y a personne. On va placer une agence là où il y a énormément de personnes. On va placer une agence généralement au début d'un marché, à côté d'un grand supermarché. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a énormément de circulation. C'est là où les gens ont besoin d'argent. Et c'est là où les gens vont déposer de l'argent. Donc, c'est pour cela qu'à la fin de la journée, les marchands aimeraient bien, après avoir vendu, déposer leur argent. Donc, il faut être le plus proche. Et quelqu'un qui va aller dans un marché pour magasiner ou pour faire des achats, il aimerait bien pouvoir accéder rapidement et le plus rapidement possible. Et donc, c'est pour cela que la proximité des agences est importante par rapport aux clients. Il faut que ça soit également accessible par les différents types de transport. Il faut également que ce soit prévisible également. Il ne faut pas oublier qu'on ne bâtit pas une agence pour aujourd'hui. On bâtit une agence en fonction des développements futurs parce que bâtir une agence, construire une agence, c'est un investissement. Investissement qui devrait être sur 15-20 ans. Donc, il faut voir dans 15-20 ans comment seront les quartiers pour aller cibler des quartiers qui sont en développement et être les premières institutions où on va installer notre agence. Et donc, vous voyez très bien, c'est ces différents éléments dans le cas des agences qui devraient être étudiés. Également, il faut étudier la facilité d'accès, le coût de l'immeuble, est-ce qu'il faut louer ou est-ce qu'il faut construire? Également, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être à proximité d'autres unités de services qui vont nous permettre maintenant d'assurer de manière beaucoup plus efficace nos services bancaires. Et lorsqu'on va installer une agence, est-ce que ça va être une grande agence? Est-ce que ça va être un point de service où on a du personnel? Ou est-ce qu'on a uniquement un point de service où on va permettre les paiements et les retraits d'argent? Est-ce que ces critères qu'on va utiliser pour choisir des agences seraient le même critère qu'on va choisir pour décider de notre application mobile ou de l'offre de nos services à travers un site web? Ce que nous disent les spécialistes en marketing, c'est que chaque détaillant a des critères. Par exemple, pour concevoir son application mobile, pour concevoir son site web, on va considérer 3 grands critères. Ce qu'on appelle l'organisation du site web ou l'organisation de l'application mobile, la fonctionnalité de l'application mobile ou du site web et l'esthétique, les couleurs, les images, les vidéos, bref, la beauté de notre site web. Dans une application mobile pour une institution financière qui commercialise des produits bancaires, qui commercialise du crédit, qui commercialise de l'assurance, qu'est-ce qui est important pour le client? Ce qu'on nous dit que ce qui est important, c'est l'organisation. Il faut que le site web, et on le voit ici dans le cas de Wari, leur site web et leur application mobile sont très bien organisés. Qu'est-ce que ça veut dire très bien organisés? C'est-à-dire qu'ils sont clairs pour le client. En effet, en appuyant ici sur ce bouton
ou en cliquant ici, ou en pointant son doigt sur cette icône, il va envoyer ou recevoir de l'argent. Ici, c'est pour voir ses crédits téléphoniques. Ici, c'est pour payer des factures. Et donc, ici, c'est pour accéder à son compte et connaître les caractéristiques. Et donc, on voit très bien, l'organisation du site est très importante. Ici, on voit très bien le site de la HSBC, la première banque à travers le monde. On voit très bien qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de vidéo, il y a une simplicité qui clarifie directement les types de services que le client va utiliser. Parce que qu'un client, une personne, quand elle va rentrer sur un site web ou une application mobile, a besoin de retrouver rapidement les services qu'elle va effectuer. Soit elle va retirer de l'argent, soit elle va déposer un chèque, soit elle va transférer de l'argent, soit elle va payer une facture. Et tous ces éléments-là doivent être comme dans une agence, en arrivant, et doivent être clairs pour lui. Et par conséquent, il ne faut pas qu'il navigue trop à travers le site web. Donc, il faut que le site web ou l'application mobile soit très bien organisé. Donc, l'architecture du site web ou de l'application mobile, elle est importante. Également, il y a la fonctionnalité, c'est-à-dire la facilité d'utilisation qui est également un élément important. Mais l'élément le plus important, c'est l'organisation. C'est exactement comme l'organisation de la succursale. Tout à l'heure, j'ai parlé de la localisation d'une succursale. Mais l'organisation de la succursale, comment une succursale se devrait être organisée aujourd'hui? Est-ce que comme traditionnellement, où il y a une personne qui s'occupe de recevoir les demandes de retrait, qu'il va transférer à une autre personne qui va approuver le retrait, qui lui va les transférer à une autre personne qui va donner l'argent, le caissier? Aujourd'hui, non. On nous dit que quand un client rentre dans une agence bancaire, il faut qu'il fasse affaire avec une seule personne, avec un seul employé en contact avec le client. C'est avec lui qu'il va faire la demande pour retirer de l'argent ou faire un transfert. C'est avec lui qu'il doit avoir l'approbation de l'opération. Mais c'est également cet agent qui doit lui donner l'argent ou recevoir l'argent et non pas faire affaire avec plusieurs employés. Et nous avons vu tout à l'heure dans cet esprit de distribution multicanale, jusqu'à quel point dans une agence de voyage maintenant, dans une agence bancaire, on voit très bien que lorsqu'on va rentrer, on ne va plus rencontrer une personne derrière un comptoir, mais on va la rencontrer comme lorsqu'on rentre dans un magasin, où on va trouver les employés en train de circuler et en invitant le client à un café, par exemple, autour du café où on va effectuer pour lui les transactions. Ce qui fait qu'il faut rendre l'expérience dans les domaines des services financiers, que ce soit dans une banque, dans une assurance ou pour l'obtention d'un crédit, la plus agréable possible. Et pour cela, il faut bien organiser nos points de vente.